Salut chers téléspectateurs, salut chers abonnés, bienvenue au programme Les secrets de l'univers. C'est un programme qui nous permet de connaître l'univers dans lequel nous vivons. Et cela sur la base de la connaissance scientifique, de la connaissance physique, de la connaissance astronomique sur l'univers. Et cela nous permettrait également, n'est-ce pas, de faire peut-être l'évaluation des connaissances déjà disponibles sur l'univers pour savoir si ce on nous a toujours dit est vrai, que ce soit du point de vue de la science ou du point de vue des connaissances traditionnelles. Parce que c'est un programme d'épistémologie, une épistémologie des sciences de la matière. Alors, le programme Les secrets de l'univers sera séquencé en plusieurs sous-programmes. Chaque jour, on va souvent vous proposer une petite réflexion. Aujourd'hui, notre réflexion porte sur l'univers et le chaos. Alors, la question est de savoir, l'univers est-il un chaos ou un cosmos? Parce que très souvent, les gens, n'est-ce pas, ne s'accordent pas là-dessus. Certains disent que l'univers est un cosmos, c'est-à-dire un ordre, et d'autres, par contre, pensent que l'univers est un chaos, donc un système en désordre. Alors aujourd'hui, nous allons présenter le niveau macroscopique, bien sûr, de l'univers. Et prochainement, nous allons parler du niveau microscopique. Alors, au niveau macroscopique qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons voir que l'univers est un système ordonné, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que même des théories physiques, des très grands savants semblent nous dire que l'univers est en désordre du point de vue macroscopique. Alors, nous allons vous démontrer aujourd'hui que l'univers est ordonné, que l'univers est en ordre du point de vue macroscopique. Alors, nous allons partir d'abord de la théorie du Big Bang. On nous a toujours fait croire que le Big Bang fut une explosion parce que les adversaires de la théorie du Big Bang, qu'on appelait la théorie de l'état stationnaire, n'est-ce pas? Cette théorie-là avait pour défenseurs trois principaux personnages. Il y avait Fred Hoyle, il y avait Thomas Gold et Hermann Bondi. Et c'est Fred Hoyle qui va ironiquement décrire cette nouvelle théorie que va proposer l'abbé Georges Lemaître, théorie qui sera plus tard développée par Edwin Hubble, la théorie du Big Bang. Alors, la théorie de l'état stationnaire disait que l'univers a toujours été le même. Il a toujours été comme nous le voyons aujourd'hui. Alors arrive une nouvelle théorie scientifique qui dit que tout a commencé à partir d'un point initial que l'on va nommer l'atome originel. Et quelle est l'origine de cet atome-là? Nul ne le sait et la science ne propose pas une explication à cela. Alors Fred Hoyle a dit, bon, votre théorie est une théorie qui soutient un Big Bang, donc un grand boom. Il n'y avait rien et subitement, il y a eu un boom. Et le nom sera adopté, c'est-à-dire la théorie de l'explosion, de la grande explosion originelle. Alors, cela nous a fait croire que le Big Bang repose sur une explosion. Non, le Big Bang est une ironie, c'est une boutade, c'est une moquerie que les théoriciens de l'état stationnaire font à la nouvelle théorie qui va s'imposer en science. Alors, loin de croire que le Big Bang est une explosion, non, c'est ironiquement. En fait, le Big Bang, qui est donc la théorie cosmologique standard,
nous dit que l'univers est parti d'un point initial qui a simplement gonflé. Et cet univers est parfaitement en ordre. Alors, l'univers est un système thermodynamique. Un système thermodynamique isolé. Et ce système thermodynamique-là connaît simplement une inflation. C'est un système isolé, atypique. Nous l'avons déjà peut-être dit ailleurs. Un système isolé, atypique, c'est-à-dire qui viole les principes d'un système isolé classique. Un système isolé classique n'est pas censé se déformer, c'est-à-dire prendre du volume. Ces barrières sont censées être imperméables, opaques, imperméables à tout ce qui peut venir de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle son contenu doit être stable. Donc, son contenu doit être stationnaire. Mais curieusement, le contenu de l'univers augmente avec le temps. C'est la raison pour laquelle on dit donc que l'univers est un système isolé, atypique. N'est-ce pas? Et les physiciens qualifient, n'est-ce pas, cette inflation de l'univers de détente adiabatique. La détente adiabatique, c'est donc cette détente-là qui caractérise les frontières adiabatiques, c'est la caractéristique des frontières d'un système isolé. Mais curieusement, pour ce qui est de l'univers, ces frontières gagnent en volume. C'est la raison pour laquelle on parle donc d'une détente adiabatique. Alors l'univers, de façon imagée, serait comme si vous avez un gonflet. Alors vous soufflez dans ce gonflet-là. Vous voyez le gonflet prendre du volume, n'est-ce pas? Les parties semblent s'éloigner les unes des autres, alors que, n'est-ce pas, la grande structure, la macrostructure reste intacte, idem. Alors cela nous permet de poser un regard nouveau sur le concept même de Big Bang, qui n'est pas une explosion à la façon d'une bombe. Ce n'est pas une déflagration où les parties se sont dispersées, où il y a des collisions et des collisions. Non. La théorie du Big Bang, à partir, n'est-ce pas, de ce qu'on sait sur les systèmes thermodynamiques, nous fait savoir que l'univers est en pleine expansion. L'expansion, ce n'est pas le fait que ces parties changent de position à tout moment, comme dans un système chaotique. Non. Son expansion, c'est que l'espace se détend. L'espace, n'est-ce pas, s'élargit, se dilate. Voilà ce que nous dit ce que nous dit en réalité la théorie du Big Bang. Il faut bien la comprendre. Nous allons peut-être revenir dessus. Alors, il y a un principe en thermodynamique qui dit que un système chaotique est un système qui finit par perdre sa mémoire. C'est-à-dire que quand on est en face d'un système chaotique, n'est-ce pas, on ne peut pas rentrer dans le passé de ce système. Parce qu'on ne peut pas renverser la thermodynamique. À moins que ce soit un système qui n'est pas naturel. Un système programmé et hautement finalisé. Comme dans une simulation informatisée. On peut, n'est-ce pas, renverser un ensemble de particules. Mais dans une évolution réelle et vraie, on ne peut pas renverser des millions de particules. Alors la thermodynamique n'est pas renversable. Ça signifie quoi? Ça signifie que si l'univers était chaotique, on ne pourrait pas rentrer dans son passé. Or, la connaissance qu'on a du passé de l'univers, c'est à partir, n'est-ce pas, d'une sorte de régression du temps. C'est-à-dire que nous essayons de rentrer dans le passé de l'univers à partir de son état actuel. Et à partir de là, on reconstitue exactement l'histoire de l'univers jusqu'au mur de Planck, 10 à la puissance moins 43 secondes avant le Big Bang. Donc, la science est donc capable de reconstituer l'histoire de l'univers, ce qui montre que l'univers n'est pas un système chaotique. Un système chaotique perd sa mémoire. Or, nous connaissons bien l'histoire de l'univers en remontant dans le temps. Ça, c'est un autre argument du point de vue macroscopique. Et du point de vue toujours macroscopique, si on part de ce qu'on a appelé l'échec du projet de Boltzmann.
Boltzmann, c'est quelqu'un qui, pour ceux qui connaissent un peu la physique, qui a écrit la première formule de la thermodynamique, et cette formule-là est très célèbre en thermodynamique. Elle dit la variation d'entropie, l'entropie c'est la mesure du désordre, est égale à logarithme W fois KB. W c'est l'ensemble des micro-états d'un système. Disons que l'ensemble des particules ou des éléments qui constituent le système fois la constante de Boltzmann. Alors, Boltzmann a pensé que l'entropie de l'univers, c'est-à-dire le taux de désordre de l'univers, va de plus en plus croissant jusqu'à ce que l'univers va atteindre le chaos maximal, c'est-à-dire le plus grand désordre qui soit. Et l'univers va donc entrer dans ce qu'on appelle le Big Chill, c'est-à-dire un grand froid où tout l'univers ne sera qu'une soupe d'atomes. C'est-à-dire le désordre sera tellement exponentiel que aucune particule ne va plus toucher une autre. Un espace qu'on a appelé une soupe d'atomes. Et quand on voit la façon dont l'univers évolue, n'est-ce pas, on est porté à croire que Boltzmann s'est trompé. Au contraire, nous rendons compte que la vie naît chaque jour dans l'univers et que des structures nouvelles se forment, que l'univers n'est pas en train de se désagréger pour entrer dans une soupe d'atomes. Alors, aujourd'hui, il est établi en physique que Boltzmann a eu tort. Donc, son projet a échoué. Au lieu d'aller vers le Big Chill, n'est-ce pas, c'est-à-dire le grand froid qu'on obtiendrait avec le maximum entropique, c'est-à-dire le maximum de désordre, l'univers est plutôt en train d'entrer dans une sorte, n'est-ce pas, de grand froid. C'est-à-dire un grand froid, n'est-ce pas, qui est la conséquence de son élargissement. Parce qu'en physique, il y a des lois qu'on appelle les lois des gaz parfaits. Ces lois des gaz parfaits-là, donc je la caricature un peu, PV égale à RT. Donc, à partir de la pression, du volume et de la température, on maîtrise les variables d'un système thermodynamique. Étant donc donné que le volume est en rapport avec la pression et la température, lorsque le volume de l'univers augmente, n'est-ce pas, sa température chute. N'est-ce pas? Ça, c'est la loi Boyle-Mariotte, n'est-ce pas? Et on se rend compte donc que l'univers est en train de se refroidir. Et en se refroidissant, c'est un message. En thermodynamique, le froid, n'est-ce pas, nous informe qu'un système est en train de s'auto-organiser et de s'auto-assembler pour former des structures, pour former des configurations. Et quand le refroidissement atteint un seuil critique, il devient un condensat. On va en parler plus tard, puisque Einstein et Bose vont gagner un prix Nobel là-dessus, avec ce qu'on a appelé le condensat Bose-Einstein. Mais ce n'est pas l'objet de nos débats aujourd'hui. Donc, la température froide de l'univers nous informe que l'univers n'est pas en train d'entrer dans un état chaotique, mais dans un état ordonné. N'est-ce pas? Nous sommes là dans une sorte de production de ce qu'on a appelé un minimum entropique. C'est-à-dire, quand un système se refroidit, son taux de désordre diminue. Nous avons dit que l'entropie, c'est la mesure du désordre. Et quand l'entropie commence à être minimale, ça veut dire que la structure s'organise, n'est-ce pas? La structure s'auto-assemble. Donc, de ce point de vue-là, nous pouvons encore dire que l'univers, n'est-ce pas, est en train de tendre vers l'ordre. Alors, le dernier argument que nous avons retenu, il y a beaucoup d'arguments, c'est que si l'univers aurait été une structure macroscopique en désordre, la relativité d'Einstein serait fausse. Comment cela? Parce que la relativité d'Einstein pose une constante physique, c, qui est la vitesse de la lumière.
Or, quand on voit l'expansion de l'univers, n'est-ce pas, l'expansion est plus rapide que la vitesse de la lumière. Cela revient donc à dire qu'il y a des vitesses supraluminiques qui soient plus rapides que la vitesse de la lumière. Cela violerait les lois de la physique, c'est-à-dire les lois de, euh, des lois qui gouvernent notre monde. Alors, ce qui se passe, c'est que Georges Lemaître celui qui a proposé la théorie du Big Bang, va donner une équation qui permet de calculer l'expansion de l'univers. Il va dire V égale à HD, c'est-à-dire D, c'est la distance entre deux points de l'univers, et H, c'est la constante de Hubble qui nous permet donc d'avoir cette vitesse d'expansion. Et plus la distance entre deux points est importante, plus le résultat sera grand. Ça s'est déduit logiquement. Alors, il se trouve donc que plus les points sont éloignés, plus ces points-là vont produire une vitesse d'expansion qui sera supérieure à la vitesse de la lumière. Cela ne signifie pas que les corps qui composent l'univers sont en mouvement. Non, c'est que c'est l'espace qui gonfle. Donc, ça veut dire que les points de l'univers restent fixes, mais c'est l'espace qui gonfle. Suivant cette loi-là, V égale à HD, on obtient donc une vitesse d'expansion supérieure à la vitesse de la lumière. Or, si c'était des parties qui bougeraient, la relativité d'Einstein serait fausse. Donc, pour le moment, la relativité d'Einstein reste vraie. Donc, ça veut dire que l'univers est simplement, il gonfle comme un ballon qu'on souffle, comme un gonflet qu'on souffle. C'est-à-dire, il s'élargit, mais en restant toujours dans l'ordre. Du point de vue macroscopique, nous le précisons. Du point de vue microscopique, ça sera l'objet d'un autre débat.